À 6 ans ou même 12 ans, ton enfant ne se dit pas super, on est en septembre, je vais enfin pouvoir rencontrer une bande d'inconnus dans une salle et travailler avec un inconnu qui va m'obliger à travailler à la maison, à l'école, etc. Oh my god. Viens, je t'explique. Yo, aujourd'hui je vais te lister 3 raisons qui font que ton enfant ne progresse pas. Ne progresse pas à l'école, ne semble pas heureux, il a du mal à obéir, tu es obligé de répéter souvent les mêmes choses, tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas, qu'il ne comprend pas, qu'il refuse de faire, qu'il n'est pas motivé, etc. Voici 3 raisons. La première raison, c'est que ton enfant vit dans la douleur. Je suis pas en train de dire que tu es en train de maltraiter ton enfant, ce n'est pas ça. Il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'une personne entend. Il y a une différence entre ce qu'on va dire à un enfant et ce que l'enfant va ressentir. Je te prends un exemple concret. Imaginons que ton enfant, et si tu n'es pas parent, imaginons que tu as un enfant et que cet enfant est allergique à la poussière ou est asthmatique. Donc là, tout de suite, on comprend l'intérêt pour lui d'avoir une chambre propre. Puisque s'il n'entretient pas sa chambre, si sa chambre ne reste pas propre très longtemps, ça va favoriser ses crises. Il risque d'avoir de plus en plus de crises et des crises de plus en plus fortes. Donc il vaut mieux avoir une chambre propre. Comment tu vas habituer ton enfant? Comment tu vas lui enseigner le goût du nettoyage? Comment tu vas lui transmettre l'intérêt d'avoir une chambre propre? Si tu lui dis de nettoyer sa chambre pour éviter qu'il ait une crise, eh bien là, tu es en train de lui promettre une punition, une sanction s'il ne fait pas. Il ne va pas faire parce qu'il a envie de faire. Il va faire parce qu'il a peur de ce qui va se passer s'il ne fait pas. Ça peut fonctionner à court terme. À long terme, mais la motivation, elle part. Et c'est pour cela que tu te retrouves à répéter les mêmes choses à ton enfant. Tu es obligé de lui répéter chaque semaine de nettoyer sa chambre. Alors tu peux te demander, est-ce que proposer une récompense lorsqu'il fait, c'est mieux? Évidemment non. Si ton enfant ne doit pas faire dans la douleur, la logique veut que il devrait faire dans la joie. Et là, je vais te reprendre les propos de l'auteur Frédéric Lenoir, qui parlait de joie passive et de joie active. Quand tu promets une récompense, donc quand tu éduques avec la carotte, tu es dans la joie passive. Là, tu transmets cette idéologie à ton enfant. Tu lui dis que s'il fait, il aura une récompense. C'est un peu comme lorsque ton enfant te demande quelque chose et que tu lui réponds, c'est quoi le mot magique? Tu es en train de lui dire que s'il te plaît, s'il vous plaît, c'est un mot qui lui permet d'avoir tout ce qu'il veut. Il suffit qu'il rajoute s'il te plaît ou s'il vous plaît à la fin de sa question, à la fin de sa demande, pour obtenir ce qu'il veut. Pourquoi c'est une joie passive? Tu le sais aussi bien que moi, ce n'est pas parce que tu es gentil avec les gens que les gens seront gentils avec toi. Par contre, si tu enseignes ça à ton enfant, eh bien lui, il va être gentil avec tout le monde pour obtenir ce qu'il veut. Et lorsqu'il n'aura pas ce qu'il veut, il aura un sentiment d'injustice. Et comment il va gérer ce sentiment d'injustice? Eh bien, il y a des enfants, ils deviennent violents quand ça arrive. Et lorsqu'on leur demande pourquoi ils ont été violents, ils ont dit, mais j'ai demandé, on m'a pas donné. Et on est obligé de leur dire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens ne sont pas obligés de te donner. Comment tu vas faire pour apprendre à un enfant en bas âge qu'il doit être gentil avec les autres, sans pour autant attendre, sans pour autant exiger des autres qui sont gentils avec lui? Comment tu vas lui enseigner cela? Lui enseigner cette nuance tout en lui disant c'est quoi le mot magique ou si tu fais ça tu seras un gentil petit garçon, si tu fais ça je vais te donner un cadeau. Comment tu vas lui enseigner cette nuance tout en lui disant l'extrême qui est si tu es gentil, eh bien maman, papa seront gentils avec toi. La meilleure façon en fait, c'est de ne pas le faire, de ne pas rester dans cette joie passive, d'entrer dans une joie active. La joie active, c'est quand ton enfant fait parce qu'il prend du plaisir à faire. Lorsqu'il nettoie sa chambre, parce qu'il ressent du plaisir, de la joie à nettoyer sa chambre, à avoir une chambre propre. Évidemment, ce n'est pas avec un podcast que je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, quelles sont les phrases secrètes qu'il faudrait sortir à tous les enfants pour qu'ils fassent. Ce que je peux te proposer, c'est un lien en description du podcast qui va te diriger vers une conférence que je propose à tous les parents que je rencontre. Le titre de la conférence, c'est « Éduquer sans récompense ni punition ». Donc, c'est une conférence de Marshall Rosenberg qui a lancé le mouvement de la communication non violente, qui est même enseigné aux enseignants aujourd'hui. Donc, les étudiants qui préparent le concours, je crois que c'est après le concours qu'on leur propose cette formation. Elle n'est pas très longue, malheureusement. En tout cas, c'est une forme de communication super intéressante qui est applicable aussi bien à l'école qu'à la maison, par tout le monde en fait. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien, à visionner la conférence, à me partager ton avis par la suite en commentaire de ce podcast ou en privé comme tu veux. Donc, ça, c'était la première raison. La deuxième raison qui est un peu liée à la première, c'est la motivation, donc qui est liée donc au plaisir. Ton enfant n'a aucune motivation à aller à l'école. Ce n'est pas naturel. On ne vient pas au monde en se disant super, je pourrais aller à l'école. À 6 ans ou même 12 ans, ton enfant ne se dit pas super, on est en septembre, je vais enfin pouvoir rencontrer une bande d'inconnus dans une salle et travailler avec un inconnu qui va m'obliger à travailler à la maison, à l'école, etc. Ton enfant ne se dit pas ça. Si tu ne cultives pas la motivation, le plaisir que ton enfant est censé prendre en agissant, eh bien, il va se retrouver à travailler dans la douleur. Il va travailler à reculons. Donc, si tu veux que ton enfant fasse, pense à la motivation. J'avais fait
une vidéo, je te mettrai également le lien en description du podcast, où je parlais des 3 ingrédients de la motivation. Travailler la motivation avec un enfant, eh bien, c'est s'assurer qu'il fasse même lorsqu'on n'est pas là. Je l'ai vu avec mes élèves quand je donnais encore uniquement des cours de maths. Ces élèves, en fait, travaillaient quand j'étais là. Ils se sentaient capables de faire seulement quand j'étais là. J'étais un peu devenu leur béquille. Et c'est ce travail sur moi-même, cette réflexion que j'avais en me disant, il faut absolument que j'arrive à retirer cette dépendance de mes élèves envers moi. Il faut absolument que mes élèves arrivent à travailler même lorsque je ne suis pas là. C'est ce qui m'a poussé à me tourner vers le coaching. Mes élèves prenaient du plaisir à travailler les maths seulement quand j'étais là. Une fois qu'ils étaient seuls chez eux, eh bien, ils retournaient dans cette douleur. Ils retournaient dans la peur de se sentir nuls dans les mathématiques. Donc, ils fuyaient les mathématiques, ils travaillaient mal ou ils travaillaient pas du tout, ils procrastinaient. Et là, je te parle d'enfants, je suis pas en train de te parler d'adultes. Quand tu es déjà au lycée ou surtout quand tu as une certaine maturité, tu peux travailler sur toi-même, tu peux te procurer une certaine autodiscipline. Par contre, un enfant avant ses 16 ans, je dirais, que ce soit primaire, collège et même début lycée, il vaut mieux favoriser le terrain. Il vaut mieux créer un environnement autour de l'enfant pour qu'il puisse apprendre par lui-même et trouver une motivation à faire les choses. Avant de passer à la 3e raison, ce que j'aimerais que tu retiennes de ce podcast, c'est que tu n'as pas tort, ton enfant non plus n'a pas tort. Tout le monde a raison. J'ai raison, tu as raison, les autres ont raison. Puisqu'on va tous réfléchir depuis notre point de vue. Et je me rappelle d'une phrase qui disait en d'autres mots, on a tous de bonnes raisons de penser qu'on n'a pas tort. Quelque chose comme ça. On a tous de bonnes raisons de penser qu'on a raison. Puisqu'on va réfléchir depuis notre point de vue. On va réfléchir depuis les informations, les connaissances qu'on a. Il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ce biais de confirmation va te pousser à accepter uniquement les choses qui confirment ta théorie, qui confirme ta perception des choses et à rejeter tout ce qui contredit ta façon de voir les choses. Donc, même si tu es dans l'erreur, même si tu fonces dans le mur, tu vas toujours trouver de bonnes raisons de penser que tu es dans la vérité, que tu fais bien les choses. C'est ça le danger du biais de confirmation. Et la 3e raison qui fait que ton enfant ne progresse pas, c'est que tu penses qu'il doit être normal. Tu penses que ton enfant doit être normal comme tous les autres enfants. Par exemple, à 12 ans, lorsqu'on est donc en 6e, à 12 ans, on est censé savoir lire et écrire. Pas forcément faire des dissertations, on est censé quand même pouvoir écrire sans faute d'orthographe, sans faute de conjugaison, avoir une écriture quand même lisible. Comme c'est la norme, tu vas penser qu'il est en retard, tu vas penser qu'il est anormal, tu risques d'aller voir un orthophoniste, tu vas chercher tous les troubles qu'il serait susceptible d'avoir. Le pire, c'est que tu risques de trouver des troubles. J'ai rencontré beaucoup de parents qui me disaient oui, bon, mon enfant il est hyperactif, mon enfant ici, mon enfant est ça. Le problème c'est que ce trouble, cette maladie qu'ils ont découverte chez leur enfant, c'est un symptôme du véritable problème. Le problème c'est que tu te fies à la norme de l'école, tu te fies à la norme de la société et tu compares ton enfant à cette norme en oubliant qu'une norme c'est juste une norme, c'est une moyenne. Si ton enfant est différent, au lieu de combattre cette différence, tu devrais plutôt l'accepter, un peu comme le surf. Tu ne dois pas lutter contre la vague, tu dois surfer sur la vague. Je te donne un exemple, les écrans. On dit que les enfants passent trop de temps sous les écrans. Leur concentration est carrément noyée en fait dans les écrans. Du coup, ils n'arrivent pas à se concentrer. Il y a cette théorie en fait dans la société qui est les écrans en fait bouffent l'attention des enfants. Le problème c'est pas les écrans. Le problème c'est la manière dont tu laisses les écrans déborder dans la vie de ton enfant. Je te donne un exemple bien précis. J'avais un élève qui, comme tous les enfants, adorait l'électronique. Donc tablette, ordinateur, téléphone, etc. Il adore ça. Et je disais à sa mère, plutôt que de lui interdire alors que tous les enfants de sa classe ont un téléphone, tous les enfants de sa classe ont tablette, jeux vidéo, etc. Plutôt que lui interdire cela, il vaut mieux lui proposer des sites, des applications qui vont lui permettre de travailler. On pourra lui proposer des créneaux pour jouer et des créneaux pour travailler à partir de son téléphone, etc. Évidemment, il ne s'agit pas de le laisser toute la journée devant l'écran. On va lui proposer des plages horaires durant lesquelles il pourra utiliser l'électronique. Quelques semaines sont passées, j'ai fait un petit bilan avec la mère et la mère me disait qu'en fait, elle pense que c'est finalement une mauvaise idée parce qu'elle voit pas son enfant travailler, son enfant ne progresse pas, etc. Et je lui ai demandé comment son enfant travaillait sous la tablette. Et elle m'indiquait qu'en fait, l'enfant est tout seul dans sa chambre avec la tablette. S'ils ont prévu 30 minutes, elle laisse l'enfant 30 minutes dans la chambre avec la tablette. Je lui dis mais ça c'est pas normal, ça c'est pas possible, puisque à la base votre enfant a un problème de concentration. Déjà, pour lui c'était impossible, impensable de travailler sous la tablette. Donc là vous lui demandez de faire plusieurs choses en même temps, des choses qui jusqu'à maintenant étaient soit nouvelles, soit impossibles. Vous lui demandez de se concentrer sur la tablette, de travailler sous la tablette et de rester seul et de rester travailler et de rester concentré. Faites-le travailler dans le salon, faites-le travailler quelque part dans une pièce où vous avez un œil sur lui. Vous pouvez le recadrer à n'importe quel moment. N'attendez pas de votre enfant qu'il arrive à se concentrer, alors qu'à la base, vous m'avez contacté parce qu'il a un problème de concentration. Et ça, c'est parce qu'on pense à la norme. On pense qu'un enfant de 12 ans, de 15 ans, de 16 ans est censé pouvoir se concentrer. On va mettre la pression sur notre enfant. Tu vas mettre la pression sur ton enfant pour qu'il arrive à se concentrer. Non. Si à 16 ans, il a le niveau d'un enfant de 12 ans, eh bien, travaillons avec lui comme un enfant
qui a un niveau de 12 ans. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais on n'a pas le temps, l'école passe, etc. Il y a les examens. Ok. Est-ce que fuir le problème te permet de régler le problème? Est-ce que nier le problème te permet de régler le problème? Accepter le problème, c'est le premier pas vers la solution. Ton enfant a un niveau d'enfant de 12 ans, eh bien, accepte-le. Travaille avec cela et ensuite reprends en fait depuis le début, depuis donc le programme de 12 ans et accélère petit à petit. Et c'est là qu'interviennent les vacances. Je pourrais même appeler ça la quatrième raison. La quatrième raison, ce serait qu'on gère mal les vacances. On pense que les vacances sont une pause. Les vacances servent uniquement à préparer la rentrée. Dès que ton enfant entre en vacances, eh bien, prépare les vacances, prépare un programme pendant les vacances pour qu'il puisse être prêt pour la rentrée suivante. Si tu laisses ton enfant profiter de ses vacances, et surtout, si tu exiges de lui qu'il se mette tout seul à travailler alors qu'il n'a jamais eu l'habitude de le faire, eh bien, tu favorises le terrain pour que ton enfant, en fait, ne travaille pas, pour que ton enfant ne prépare pas efficacement la rentrée. Ce n'est pas naturel de se mettre au travail pour un enfant. Ce n'est pas naturel pour un enfant de s'organiser. Quand je dis naturel, ça veut dire que ce n'est pas inné. Ce n'est pas inné pour lui de faire un planning, de se dire, je vais me mettre au travail, je vais préparer ma rentrée. Au début, si ton enfant n'arrive pas à le faire, accepte l'idée que c'est normal que ton enfant n'arrive pas à le faire. Accepte l'idée que ce n'est pas grave. Quand je dis que ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser faire comme il fait. C'est juste que si tu penses que c'est grave, tu vas te mettre la pression et tu vas mettre la pression sur ton enfant. Tu vas lui rappeler que c'est grave. Il va comprendre qu'il a un problème et qu'il doit changer ça. Et il va se retrouver à travailler dans la douleur. Donc tu vois que les 4 raisons en fait sont liées. Donc je répète, première raison, ton enfant travaille dans la douleur. Deuxième raison, ton enfant n'a pas de motivation. Troisième raison, tu penses que ton enfant n'est pas normal. Et quatrième raison, tu as du mal à programmer les vacances, tu as du mal à gérer les vacances de ton enfant. Et là, tu vois que j'ai parlé de 3, je n'ai pas parlé de ton enfant. Si tu veux que ton enfant change, commence par changer toi-même. C'est pour cela que mes formations sont à destination des parents. Un parent qui est mieux formé pourra mieux accompagner son enfant. Et un enfant qui est mieux accompagné pourra mieux faire par lui-même. Tu as 2 possibilités. Soit toi, tu changes. Tu découvres comment mieux accompagner ton enfant et du coup, tu as juste besoin d'une seule formation et le reste, c'est, j'ai envie de dire, c'est juste par exemple des podcasts gratuits ou des livres que tu vas acheter, que tu vas découvrir et des habitudes à prendre dans la famille. Soit tu payes chaque mois des centaines d'euros pour des cours particuliers pour ton enfant parce que tu veux changer les résultats, tu veux pas changer le processus, tu veux changer les notes et tu veux pas changer les habitudes quotidiennes de ton enfant. C'est là, le choix t'appartient. Donc voilà, je ne m'étends pas davantage sur le sujet. Laisse-moi en commentaire ton avis sur le podcast. Clique sur j'aime si tu as aimé le contenu. Abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à bientôt.